La vie ne cherche pas à te plaire, elle cherche à te réveiller. Chaque coup, chaque perte et chaque déception sont des messages déguisés en douleur. Tout ce qui t'arrive a une fonction, même si parfois il est douloureux de le reconnaître. La souffrance n'arrive pas pour te punir, mais pour te former. Et si tu continues à fuir, tu ne comprendras jamais qui tu es, ni pourquoi tu es ici. Le but n'apparaît pas dans les jours faciles. Il apparaît lorsque la réalité te force à regarder à l'intérieur. Quand le silence pèse plus que les mots et que la vie te pousse jusqu'à te forcer à changer. C'est là que commence la compréhension. Quand tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et que tu commences à te demander « Qu'est-ce que je dois apprendre de cela ?» Le stoïcisme enseigne que rien n'est un hasard. Chaque expérience, même les plus dures, fait partie d'un ordre plus grand, d'une raison que l'âme ne comprend pas encore. Ce qui semble être le chaos est une leçon en cours. Ce qui fait mal aujourd'hui sera ta base demain. La vie ne te prend pas, elle te prépare. Elle ne te détruit pas, elle te forme. C'est pourquoi ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort, mais pour ceux qui cherchent de la clarté. Il ne s'agit pas d'éliminer la douleur, mais de la transformer en but, d'utiliser le feu comme un outil, pas comme une condamnation. Si tu es prêt à voir le sens derrière chaque expérience, ce voyage te changera, parce que tout ce qui est vécu a un but. Ce qui blesse enseigne, ce qui fait mal transforme, et ce que tu croyais perdu en réalité te guidait vers ta véritable force. 1. Accepte la douleur et apprends d'elle. La douleur est comme un feu qui ne demande pas la permission de brûler. Elle arrive, consume, transforme et laisse des marques qui, si tu sais les lire, deviennent les cicatrices les plus sages de ta vie. Mais la plupart fuient ce feu, essayant de l'éteindre avec des distractions, du déni, des excuses. Ils ne comprennent pas que la douleur n'est pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner ce que tu as encore besoin d'apprendre. La vie n'utilise pas de mots doux pour éveiller la conscience. Elle utilise des pertes, des déceptions, des fins abruptes et des silences prolongés. Parce que parfois l'âme n'apprend que lorsque le corps ne peut plus soutenir le mensonge que tout va bien. Accepter la douleur ne signifie pas te résigner. Cela signifie reconnaître que ce qui s'est passé ne peut pas être changé, mais peut te transformer. La résistance prolonge la souffrance. L'acceptation la transforme en sagesse. Tout ce que tu nies te poursuit. Tout ce que tu comprends te libère. C'est pourquoi le stoïcisme insiste pour regarder l'adversité en face, non pas du point de vue de la victimisation, mais de la compréhension que la douleur fait partie du processus naturel de croissance humaine. Marc Aurèle a écrit que la pierre qui obstrue le chemin devient le chemin. Et c'est là l'essence de la force intérieure, utiliser les obstacles comme matière première pour la transformation. Chaque expérience douloureuse vient avec un message caché. Peut-être que cet amour qui est parti t'enseignait à ne pas mendier d'affection. Peut-être que la trahison qui t'a brisé t'a montré qui tu étais vraiment sans le masque de la dépendance. Peut-être que cette perte qui a tant fait mal t'a appris que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Tout ce qui fait mal te pousse vers une version plus honnête de toi-même, une qui ne cherche plus à tout comprendre, mais à tout accepter avec sérénité. La maturité n'arrive pas quand tu surmontes la douleur, mais quand tu apprends à marcher avec elle sans te laisser consumer. Accepter la douleur ne t'affaiblit pas, elle te purifie. Elle te dépouille d'illusions, d'attentes, de dépendances inutiles. Elle te force à affronter ton propre reflet sans fioriture ni excuse. Et là, dans cette nudité émotionnelle, commence la reconstruction. Parce que la douleur t'arrache la peau du superficiel pour te montrer l'essentiel. Il n'y a pas d'autre chemin vers la force que de traverser la fragilité. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu n'as pas affronté la tempête de l'âme. Le stoïcien comprend qu'il ne contrôle pas ce qui se passe, mais qu'il contrôle sa réponse. Et cette réponse définit son destin. Lorsque tu choisis d'apprendre de la douleur, tu deviens un observateur de la vie, pas sa victime. Tu commences à voir que chaque difficulté apporte une opportunité de te connaître davantage, de discipliner ton esprit, de forger ton esprit. Et c'est le but caché de chaque blessure, te transformer en quelqu'un de plus conscient, de plus résistant, de plus sage. Accepter la douleur, c'est accepter la vie telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit.
C'est reconnaître que le feu brûle, mais purifie aussi. Que la blessure fait mal, mais enseigne aussi. Que chaque chute révèle une force que tu ne connaissais pas. Quand tu arrives à regarder la douleur sans peur, tu te rends compte qu'elle a toujours été ton professeur le plus honnête. Elle n'est pas venue pour te punir. Elle est venue pour te montrer ce que tu n'avais pas encore appris à voir. Accepter la douleur et apprendre d'elle n'est pas un acte de capitulation, c'est un acte de pouvoir. Parce que pendant que les autres continuent à fuir, tu choisis de rester, de regarder, de comprendre. Et c'est à ce moment-là que tu cesses d'être prisonnier de ce qui te fait mal pour devenir l'architecte de ta propre croissance. 2. Entraîne ton esprit avec discipline. L'esprit est comme un champ sauvage qui, s'il n'est pas cultivé, se remplit de mauvaises herbes. Des pensées incontrôlées, des émotions débordantes, des peurs qui surgissent là où devraient me pousser des certitudes. Beaucoup cherchent à dominer le monde extérieur sans avoir appris à gouverner leur propre intérieur et finissent par être esclaves de ce qu'ils pensent et ressentent. Le véritable entraînement ne commence pas dans la salle de sport, ni dans la routine quotidienne. Il commence dans la tête, où chaque pensée décide si tu avances ou te sabotes. La plupart se lèvent et laissent leur esprit prendre le contrôle sans filtre. Ils pensent n'importe quoi, ressentent n'importe quoi, réagissent comme bon leur semble. Ils se fâchent parce que quelqu'un n'a pas répondu à un message. Ils se frustrent parce que quelque chose n'a pas marché comme prévu. Ils se comparent à ce qu'ils voient sur un écran. Et c'est ainsi qu'ils vivent, totalement dominés par des impulsions qu'ils ne remettent même pas en question. Mais le stoïcien ne permet pas cela. Le stoïcien comprend que l'esprit est son principal outil, et que s'il ne l'entraîne pas, c'est lui qui l'entraînera. Entraîner l'esprit avec discipline, c'est observer tes pensées sans t'identifier à elles. C'est remarquer quand une émotion essaie de manipuler ton comportement et avoir la force suffisante pour ne pas lui obéir. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de le comprendre et de le diriger. L'esprit est puissant, mais il a besoin de direction. Sans discipline, il devient un ennemi silencieux qui te sabote avec des excuses, des doutes et des peurs. Avec discipline, il devient le soldat le plus loyal que tu auras à ton avantage. Chaque jour offre l'opportunité de s'entraîner. Quand quelque chose t'irrite et que tu choisis de ne pas réagir. Quand tu ressens de la peur et que tu décides d'avancer quand même. Quand tu es fatigué et que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais. Ces moments invisibles sont ton véritable gymnase mental. Tu n'as pas besoin de grands discours ni de motivations externes, tu as besoin de constance. Ce que tu fais tous les jours façonne ton caractère beaucoup plus que ce que tu penses de temps en temps. L'esprit discipliné ne cherche pas le plaisir immédiat, il cherche un but. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il évalue, comprend, décide. Quand tu entraînes ton esprit, tu apprends à répondre intelligemment plutôt qu'à réagir impulsivement. Tu apprends à penser avant de parler, à écouter avant de juger, à agir avant de renoncer. C'est la différence entre celui qui vit à la dérive et celui qui prend le contrôle de son destin. La philosophie stoïcienne enseigne que la liberté commence par la pensée. Si tu es esclave de tes émotions, aucun argent, succès ou pouvoir ne peut te sauver. Si tu maîtrises ton esprit, aucune circonstance extérieure ne peut te renverser. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais d'être conscient, de ne pas laisser le chaos interne se refléter dans tes décisions. Le calme est le résultat d'un esprit entraîné, pas d'une vie sans problème. Entraîner l'esprit n'est pas une tâche d'un jour, c'est un engagement de vie. Cela nécessite de la discipline, de la patience et de la connaissance de soi. C'est se lever chaque matin avec la décision de ne pas se laisser vaincre par ce que tu ressens, mais de te guider parce que tu sais être juste. Parce que quand tu contrôles ton esprit, tu contrôles ta réalité. Tout le reste, succès, paix, force, vient en conséquence. Chaque pensée que tu choisis de cultiver est une graine. Si tu sèmes la peur, tu récolteras l'anxiété. Si tu sèmes le courage, tu récolteras la liberté. Entraîne ton esprit comme celui qui entraîne un muscle, avec constance, avec rigueur, avec amour pour le processus. Ne cherche pas des résultats rapides, cherche l'évolution. L'esprit ne se conquiert pas une fois, il se conquiert tous les jours.
Et quand tu y parviens, aucun obstacle extérieur ne sera plus fort que ton maîtrise interne. 3. Écris pour organiser tes pensées. Le chaos mental ressemble à une pièce sombre, remplie d'objets en désordre. Tu trébuches sur tes idées, tu te heurtes à tes émotions et tu ne sais pas par où commencer à nettoyer. Écrire allume la lumière. Cela ne résout pas le désordre immédiatement, mais cela te permet de voir ce qui était auparavant caché. Chaque mot mis sur papier est une façon de sortir du corps ce que l'âme ne sait pas comment traiter. Quand tu écris, tu organises le bruit intérieur et tu donnes forme à l'invisible. L'esprit accumule trop. Pensées non fermées, émotions non exprimées, conversations restées en suspens, peurs qui ne sont pas nommées. Tout cela devient un poids. L'écriture n'est pas seulement une pratique intellectuelle, c'est une forme de décompression émotionnelle. En écrivant, l'esprit lâche prise. Le chaos commence à avoir une structure. Et quand tu comprends, tu peux transformer. Le stoïcisme enseignait que la réflexion écrite était essentielle pour vivre avec clarté. Marc Aurèle n'écrivait pas pour les autres, il écrivait pour lui-même. Ses méditations étaient une façon d'organiser son esprit avant de faire face à la journée. C'est de la discipline mentale en action. Se regarder sans mentir, analyser ses propres jugements, corriger le cap. Tu n'as pas besoin d'être philosophe pour le faire. Il suffit de prendre un cahier et d'écrire ce qui te fait mal, ce qui te confond, ce que tu ne comprends pas de toi. Parce que dans cette sincérité silencieuse naît la lucidité. Écrire ne s'agit pas toujours de trouver des réponses, mais d'apprendre à formuler les bonnes questions. L'esprit a besoin de direction, et les mots la fournissent. En écrivant, tu te sépares de la pensée répétitive. Tu la regardes de l'extérieur. Et cet acte de distance te permet de répondre avec sagesse au lieu de réagir impulsivement. Chaque phrase écrite est une conversation entre celui que tu étais et celui que tu essaies d'être. Quand une émotion te domine, écris-la. Quand une idée te poursuit, écris-la. Quand tu ne sais pas quoi faire, écris ce que tu ressens sans filtre. Ne cherche pas le style, cherche la vérité. Le papier ne te juge pas, il reflète simplement ce qui est vraiment à l'intérieur. Et quand tu vois ton intérieur traduit en mots, quelque chose change. Tu te rends compte que tout ce que tu penses n'est pas vrai, que beaucoup de soucis ne sont que du bruit, et que tes émotions, quand elles sont comprises, perdent leur pouvoir sur toi. L'écriture quotidienne est un exercice d'autogouvernement. Elle t'oblige à te confronter à toi-même, sans distraction. Elle t'apprend à reconnaître les schémas mentaux, à détecter les pièges de l'ego, à séparer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Écrire est une façon d'observer l'âme avec précision. Et celui qui observe avec attention s'améliore. La clarté ne vient pas de penser plus, elle vient de penser mieux. Et cela n'est possible que lorsque la pensée est organisée en dehors de la tête. Au final, écrire est une forme de méditation active. Alors que d'autres se noient dans la confusion, tu t'assois, tu écris et tu libères. Ce qui fait mal se dissout dans les mots. Ce qui pèse devient léger. Ce qui était sombre s'éclaire avec l'encre. Peu importe si personne ne le lit, l'important est que tu te lises toi-même. Chaque ligne écrite est une façon de guérir, de te connaître, de maîtriser le chaos interne. Parce que celui qui écrit avec sincérité cesse d'être l'esclave de la pensée et devient son observateur. Et quand tu y parviens, l'esprit cesse d'être un labyrinthe et se transforme en une carte. Écrire n'est pas un passe-temps, c'est un outil de transformation. C'est le miroir le plus honnête que tu auras et la preuve la plus silencieuse de ta croissance intérieure. 4. Transforme ton dialogue interne. Il y a une voix qui t'accompagne depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes. Ce n'est pas celle du monde extérieur, c'est celle qui habite dans ton esprit. Cette voix peut te soulever ou te détruire. Elle peut transformer un problème en une opportunité ou une opportunité en un échec anticipé. Ce que tu te dis à toi-même en silence a plus de pouvoir que n'importe quel mot que tu entends des autres. L'esprit répète ce en quoi il croit le plus. Et si ton dialogue interne est contaminé, tu finiras par vivre dans tes propres limites. L'ennemi le plus persistant n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois,
Il vit dans l'écho de tes pensées, dans des phrases que tu as apprises quand tu étais enfant, dans des blessures qui n'ont jamais guéri. Cette voix qui te dit « tu ne peux pas, tu n'es pas assez, tu vas échouer » n'est pas la tienne. C'est le reflet des expériences non résolues et des insécurités que d'autres ont laissées en toi. Transformer ton dialogue interne n'est pas l'ignorer, c'est le rééduquer. C'est prendre la voix qui te freinait avant et la transformer en celle qui te pousse. Chaque pensée répétée devient une croyance. Si tous les jours tu te parles avec culpabilité, tu finis par agir comme si tu ne méritais rien de bon. Si tu te parles avec peur, tu commences à voir du danger partout. Mais si tu commences à te parler avec respect, ton esprit commence à croire que tu es capable. Ce n'est pas une idée romantique, c'est un fait psychologique. Le langage façonne la perception, et la perception façonne la réalité. Le stoïcisme le savait. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui perturbent l'être humain, mais l'interprétation qu'il en fait. Ton dialogue interne est cette interprétation. Le transformer nécessite de la conscience. Tu ne peux pas changer ce que tu n'observes pas. Commence par écouter comment tu te parles quand quelque chose va mal. Tu te blâmes ou tu te comprends. Tu t'insultes ou tu te corriges. Tu t'enfonces ou tu t'analyses. La différence entre celui qui se détruit et celui qui grandit réside dans la façon dont il se parle à lui-même après une erreur. L'autocritique sans compassion paralyse, mais la réflexion avec fermeté construit le caractère. La voix intérieure doit être exigeante, mais aussi juste. Te parler clairement ne signifie pas te mentir avec des phrases de motivation vides. Cela signifie reconnaître tes erreurs sans les transformer en condamnation. Te dire la vérité sans te mépriser pour cela. L'esprit a besoin de direction, pas de punition. Si chaque pensée devient une bataille, tu t'épuises. Mais si tu apprends à transformer cette voix en ton allié, tu récupères du pouvoir. Parce que celui qui se parle avec équilibre se gouverne lui-même. Et celui qui se gouverne est libre. Le dialogue interne peut être un outil d'entraînement mental. Avant de réagir, respire et parle-toi. Avant de renoncer, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Avant de perdre ton calme, répète que tu contrôles ta réponse. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Chaque pensée consciente remplace une pensée automatique. Chaque phrase d'autocontrôle remplace une phrase d'autodestruction. Avec le temps, cette voix cesse d'être ton ennemi et devient ton guide. Transformer ton dialogue interne, c'est cesser d'être le bourreau de ton esprit et devenir son mentor. C'est comprendre que la force ne réside pas dans le fait de faire taire la voix négative, mais dans le fait de lui apprendre à parler avec sagesse. Parce que tu ne peux pas éliminer tes pensées, mais tu peux leur apprendre à te servir plutôt qu'à te saboter. Au final, la façon dont tu te parles détermine la façon dont tu vis. Si ton esprit est un lieu hostile, aucun accomplissement ne sera suffisant. Mais si tu le transformes en un espace d'ordre et de compréhension, aucune difficulté ne pourra te briser. 5. Renforce ton caractère avec des micro-habitudes. Le caractère ne se forge pas dans les grands moments, mais dans les petits actes que tu répètes lorsque personne ne te regarde. Chaque décision quotidienne, aussi minime soit-elle, est un coup de ciseau sur la pierre de ton identité. Il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de maîtriser l'ordinaire. Car alors que la majorité attend un changement soudain, le stoïcien sait que la transformation naît dans la constance silencieuse. Beaucoup veulent de la force intérieure, mais peu sont prêts à la construire pas à pas. Ils pensent que le caractère vient de l'inspiration ou de la chance, alors qu'en réalité, il se forme avec des habitudes simples et répétées jusqu'à l'épuisement. Se réveiller à l'heure que tu as dite, tenir tes promesses, finir ce que tu as commencé. Chaque acte de discipline est une déclaration de pouvoir sur toi-même. Tu n'as pas besoin d'un nouveau départ, tu as besoin d'un nouvel engagement envers la cohérence. Les micro-habitudes sont la structure invisible qui soutient ta croissance. Elles ne cherchent pas la reconnaissance, elles cherchent la stabilité. Elles ne poursuivent pas des résultats immédiats, elles cherchent une transformation permanente. Si chaque jour tu t'améliores un peu, tu renforces la partie de toi qui ne renonce pas. L'esprit apprend par la répétition, l'âme par l'intention. Et lorsque les deux travaillent ensemble, le changement devient inévitable.
Le stoïcisme ne propose pas de grands gestes héroïques, il propose la constance de l'autocontrôle. Sénèque disait que personne ne devient sage par hasard. La sagesse et le caractère se construisent dans la pratique quotidienne. Le micro-habitude de réfléchir avant de parler, de remercier avant de se plaindre, d'agir avant de regretter, sont les bases d'une vie solide. Chaque choix minime que tu fais consciemment renforce le muscle invisible de la volonté. Le problème est que beaucoup attendent la motivation pour agir, alors qu'en réalité, l'action constante génère la motivation. Tu ne te renforces pas parce que tu penses faire, mais parce que tu fais, même quand tu n'en as pas envie. Le caractère grandit lorsque tu tiens tes promesses, même si personne ne t'applaudit. Il est facile de rester ferme lorsque tout va bien, mais la véritable discipline se mesure lorsque tu es fatigué, découragé ou seul. Si tu peux maintenir le cap dans ces moments, tu formes quelque chose d'inébranlable. Les micro-habitudes sont aussi une forme de résistance au chaos. Dans un monde où la distraction domine, celui qui parvient à maintenir son focus quotidien devient invulnérable. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu as besoin de changer la façon dont tu vis un seul jour et de le répéter. Chaque matin est une occasion de réaffirmer qui tu es, et chaque soir, une occasion de corriger ce qui a échoué sans perdre foi en toi. Renforcer le caractère ne signifie pas être parfait, mais être constant. Il n'y a pas de croissance sans faux pas, mais il n'y a pas non plus de faux pas qui ne puissent t'apprendre quelque chose si tu sais l'observer. Chaque erreur peut devenir un rappel de ce que tu dois encore améliorer, et chaque amélioration, un témoignage que tu avances. La somme de ces petits pas crée une stabilité qu'aucun coup externe ne peut briser. Le caractère n'est pas un don, c'est une conséquence. Une conséquence de choisir la discipline plutôt que le confort, l'action plutôt que l'excuse, la cohérence plutôt que l'impulsion. Les micro-habitudes ne changent pas seulement ta routine, elles changent ta perception. Elles t'apprennent à avoir confiance en toi, à te respecter, à te soutenir, même lorsque personne ne le fait. Et c'est la base de la véritable force. Savoir que tu es capable de tenir ta parole, même si personne ne te regarde. 6. Réponds avec calme, pas avec impulsion. Les émotions sont comme des vagues qui frappent fort quand tu t'y attends le moins. Si tu n'apprends pas à rester ferme, elles t'emportent sans que tu t'en rendes compte. Mais si tu observes avant de bouger, tu découvres que la vague perd de sa puissance quand tu ne lui fais pas face avec résistance, mais avec équilibre. Dans la vie, le calme ne signifie pas faiblesse, il signifie maîtrise. Et celui qui maîtrise sa réaction a plus de pouvoir que celui qui domine les autres. Chaque jour, tu es exposé à des provocations, des injustices, des mots qui blessent et des moments qui défient ta patience. La plupart réagissent sans réfléchir. Ils se laissent emporter par la colère, l'orgueil ou la peur, comme si l'impulsion était plus forte que la raison. Cependant, les stoïciens comprenaient que la réaction immédiate est le plus grand ennemi de la sagesse. Parce que la première pensée vient de l'instinct, mais la réponse consciente vient du caractère. La différence entre les deux définit ton destin. Répondre avec calme n'est pas réprimer ce que tu ressens, c'est le comprendre. L'émotion ne disparaît pas parce que tu l'ignores, elle se dissout quand tu la comprends. Si quelqu'un t'offense, l'esprit non entraîné cherche à rendre le coup. Mais l'esprit discipliné observe l'émotion, la reconnaît et choisit de ne pas lui obéir. Cette pause entre l'impulsion et l'action est là où réside ta liberté. Le stoïcien n'agit pas pour se défouler, il agit pour garder son pouvoir interne intact. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est la capacité de voir la situation complète avant d'agir. Dans la guerre émotionnelle, celui qui se laisse emporter par la rage perd le contrôle. Celui qui attend et analyse gagne. Parce que le calme te permet de répondre depuis la raison, pas depuis la blessure. Et quand tes décisions ne naissent pas de la colère ni de la peur, mais de la clarté, ta vie commence à changer. Chaque conflit devient une opportunité de pratiquer la maîtrise personnelle. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne ressentent rien, mais celles qui ne se laissent pas gouverner par ce qu'elles ressentent. Le calme est la forme de force la plus élevée.
N'importe qui peut crier, jurer ou réagir, mais seul celui qui a le contrôle de son esprit peut rester composé au milieu du chaos. C'est la vraie victoire. Rester en paix alors que tout autour de toi cherche à te perturber. Pratiquer le calme nécessite de l'entraînement. Commence par observer tes émotions comme si elles étaient des visiteurs. La colère arrive, tu la reconnais, tu la laisses passer. La peur arrive, tu l'observes, tu ne la nourris pas. La tristesse arrive, tu l'écoutes, mais tu ne t'identifies pas à elle. L'émotion perd de sa puissance quand tu ne la transformes pas en action. Cette habitude quotidienne d'observer sans réagir façonne un esprit stable, un esprit qui ne se brise pas face à l'imprévu. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec ce qu'ils font. C'est l'essence du stoïcisme. La vie ne s'arrêtera pas pour que tu respires. Alors apprends à le faire au milieu de la tempête. Quand tu choisis de répondre avec calme, tu évites non seulement des erreurs, mais tu envoies aussi un message à ton subconscient. Tu es le patron ici. Et cette sensation de contrôle de soi renforce ta confiance, ta clarté et ton but. Répondre avec calme ne te rend pas indifférent, ça te rend sage. Ça te permet de conserver de l'énergie, de garder ton focus et d'agir avec intelligence. L'impulsion dépense, le calme conserve. L'impulsion blesse, le calme guérit. Et chaque fois que tu choisis le calme, tu renforces le muscle le plus important de tous, l'esprit. 7. Trouve un sens à chaque situation. La vie ne t'explique pas toujours pourquoi les choses arrivent. Parfois, elles semblent injustes, chaotiques ou même absurdes. Mais derrière chaque moment se cache une direction qui n'est pas toujours visible à l'œil nu. C'est comme marcher sous une tempête. Tu ne comprends pas où tu vas, mais tu continues d'avancer. Quand la tempête passe, tu regardes en arrière et tu comprends que tout ce que tu as vécu avait un sens. C'est le but. Non pas un objectif que tu poursuis, mais une compréhension que tu découvres en avançant. L'être humain souffre plus à chercher un sens immédiat à la douleur qu'à la douleur elle-même. Nous voulons des réponses instantanées, des explications logiques à ce qui fait mal. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le but ne se révèle pas toujours sur le moment. Parfois, il se construit avec le temps. Ce qui aujourd'hui semble une perte, demain devient une direction. Ce qui aujourd'hui semble un échec, demain sera la base de ta force. Chaque expérience, même les plus dures, est conçue pour te façonner vers quelque chose de plus grand que tu ne peux pas encore voir. Le stoïcisme enseigne que rien n'arrive en dehors de l'ordre du logos, cette raison universelle qui soutient tout. Si tu lui fais confiance, tu comprends que rien n'est dû au hasard. Tout ce qui arrive dans ta vie, bon ou mauvais, a une fonction. Il n'y a pas de chance, il y a la préparation qui te permet d'utiliser chaque circonstance comme un outil. Celui qui vit en cherchant un sens à ce qu'il ne peut pas contrôler finit par s'épuiser. Mais celui qui choisit de trouver un sens à tout ce qu'il vit, quel que soit le résultat, découvre une liberté que rien ni personne ne peut lui enlever. Trouver un sens ne signifie pas justifier la souffrance, mais la transformer en apprentissage. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de l'utiliser comme une boussole. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, le but peut être d'apprendre à lâcher prise. Quand tu fais face au rejet, le but peut être de renforcer ton estime de toi. Quand tu échoues, le but peut être de développer la patience ou l'humilité. La vie ne te donne pas ce que tu demandes, elle te donne ce dont tu as besoin pour grandir. Et cette différence change tout. Le but n'est pas une destination, c'est une façon de voir. C'est une attitude face à l'existence. C'est comprendre que chaque situation, même la plus inconfortable, a quelque chose à t'apprendre. Si tu observes attentivement, tu verras que les pires périodes de ta vie ont été celles qui t'ont le plus transformé. Elles t'ont brisé, oui, mais elles t'ont aussi montré ce dont tu es vraiment capable. Et quand tu comprends cela, la peur de perdre ou d'échouer disparaît, parce que tu reconnais que tout a de la valeur, même ce qui fait mal. Vivre avec un but ne nécessite pas de grandes révélations. Parfois, il est dans la simplicité, aider quelqu'un sans rien attendre en retour, donner le meilleur de toi-même dans ton travail même si personne ne le remarque, tenir ta parole même si c'est difficile. Le but se trouve dans la cohérence quotidienne, pas dans les grands discours. Chaque action que tu accomplis avec un sens renforce ton lien avec la vie.
Et quand tu vis avec un but, chaque obstacle devient une partie du chemin, pas un détour. Le manque de but rend l'âme malade. Sans lui, les difficultés sont ressenties comme des punitions, les succès comme des vides et la routine comme une condamnation. Mais quand tu comprends que tout ce que tu vis a un sens, même les jours les plus gris prennent de la valeur. Le stoïcien n'a pas besoin que la vie soit facile, il a besoin qu'elle soit significative. Parce que le but n'est pas que tout se passe bien, mais de tirer quelque chose de bon de tout ce qui se passe. Trouver un sens à chaque situation, c'est décider que rien de ce qui arrive n'est vain. C'est regarder en arrière et comprendre que tout a servi. C'est regarder en avant et savoir que quoi qu'il arrive, tu continueras à apprendre. 8. Forge ton caractère comme un sculpteur. Chaque être humain naît avec un bloc brut. Certains le regardent et se plaignent de sa forme, d'autres l'abandonnent et blâment le monde pour son poids. Mais il y a ceux qui prennent le ciseau et commencent à sculpter. Coup après coup, erreur après correction, ils donnent forme à ce qu'ils étaient destinés à être. C'est ainsi que se forge le caractère, non pas en attendant que la vie te sculpte, mais en prenant toi-même les outils pour le faire. Chaque expérience est un coup de ciseau et chaque choix conscient est une ligne qui définit la figure de ton âme. Le caractère ne s'hérite pas, il se construit. Il ne naît pas du talent, mais de la volonté. La société moderne valorise plus l'image que la substance. Mais le stoïcien comprend que la vraie valeur réside dans ce qui n'est pas vu. L'intégrité, la tempérance, la force. Il n'y a pas de sculpteur qui travaille sans résistance, comme il n'y a pas de caractère qui grandit sans douleur. Le processus de formation implique d'accepter qu'une partie de toi doit se briser pour révéler ce qui est en dessous. La perfection n'existe pas, mais l'authenticité, oui. Et elle n'est atteinte que lorsque tu oses te modeler avec patience et intention. Forger le caractère, c'est se confronter à soi-même tous les jours. C'est regarder tes défauts sans excuse, tes peurs sans évasion, tes erreurs sans dramatisation. Le monde te mettra à l'épreuve, mais la plus grande bataille sera toujours avec toi-même. La voix qui te dit « je ne peux pas » est la pierre la plus dure à sculpter. Et chaque fois que tu choisis de ne pas abandonner, tu laisses une empreinte sur cette roche interne. Personne ne peut le faire pour toi. L'autodiscipline, l'honnêteté, la cohérence ne s'achètent ni ne s'héritent, elles se gagnent avec la pratique. Le sculpteur ne se désespère pas lorsque le coup ne sort pas comme prévu. Il observe, ajuste, réessaie. Il en va de même pour toi. Chaque échec n'est pas un recul, c'est une correction de forme. Si tu t'impatientes, tu détruis l'œuvre. Si tu persévères, tu la perfectionnes. L'esprit impatient veut des résultats, mais l'âme sage cherche l'évolution. Et le caractère est précisément cela, la sculpture qui émerge du temps, de l'effort et du silence. Forger le caractère signifie aussi apprendre à supporter l'inconfort. Nous vivons à une époque où tout est recherché rapidement, facilement et sans effort. Mais la force intérieure ne se construit pas dans le confort, mais dans la friction. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, alors qu'il serait plus facile d'abandonner, ton caractère se renforce. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de la commodité, tu te définis. Chaque fois que tu supportes sans perdre ta dignité, tu t'élèves. L'acier ne durcit pas sans feu, ni l'âme sans défi. Le stoïcien voyait la vie comme une opportunité constante de se sculpter. Il ne se plaignait pas du marteau de l'adversité, il l'acceptait comme faisant partie du processus. Parce qu'il savait que sans résistance, il n'y a pas de forme. Et sans forme, il n'y a pas de but. La vraie force ne consiste pas à ne pas se briser, mais à se modeler sous pression. Celui qui comprend cela cesse de maudire ses épreuves et commence à les remercier, car il voit en elles l'opportunité de se perfectionner. Ton caractère est l'empreinte que tu laisses lorsque la vie te met à l'épreuve. Il ne se définit pas par tes réalisations, mais par ta capacité à rester intègre, même lorsque personne ne te reconnaît. Le caractère est l'œuvre la plus importante que tu feras, et aussi la seule qui ne se termine jamais. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à polir, quelque chose à apprendre. Forger ton caractère comme un sculpteur, c'est t'engager dans ton évolution. C'est accepter que chaque jour, tu peux être meilleur qu'hier. Non pas pour le prouver, mais pour honorer le processus de devenir quelqu'un de plus sage et de plus fort.
Parce qu'à la fin, lorsque la vie cessera de te frapper, ce qui restera ne sera pas le bloc qu'on t'a donné, mais la figure que tu as choisi de créer avec tes décisions. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.